C'est pas juste de faire augmenter ton taux, tu fais moins de business à la fin, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est quoi la démarche que tu mets en place? On a une méthode que j'ai appelée CMD à quelqu'un qui vient d'acheter. Moi, la question que j'aime me poser, c'est en moyenne, un test sur 6 est positif. Comment je peux venir tester, challenger mes intuitions autrement que par de la B-test par exemple? Il a été prouvé que dans les enquêtes consommateurs, 25% des insights qui te seront donnés seront vrais. Ça va être évidemment le taux de vue produit qui en moyenne est sous la barre des 50%. Pour moi, le vrai CRO, c'est... Bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte l'art d'optimiser vos conversions à travers des conseils terrain, concrets et actionnables. Je suis Laurent Lemercier et pour ce tout premier épisode, on repart à la base. C'est quoi vraiment le CRO? Pourquoi c'est crucial aujourd'hui? Et surtout, par où commencer? Quels outils? Quelles méthodes? Quelles erreurs éviter? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir Sébastien Tortu. Salut Sébastien. Salut Laurent, merci de m'inviter dans ce nouveau podcast, ça fait super plaisir, j'adore quand on parle CRO. Mais évidemment, et je ne pensais qu'à toi pour ce premier épisode. C'est ça. Et du coup, justement, avant de plonger dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, moi je suis Sébastien Tortu, je suis un méga passionné de comportement humain, de consommation, de consommateur, et en fait j'ai longtemps évolué dans un milieu plutôt autour du branding, de la proposition de valeur. Et en fait, quand je travaillais justement la proposition de valeur avec pas mal de clients, à un moment, ils me disaient « Mais comment on fait du fric avec ça ?» et en fait, je me suis mis au CRO un peu sans le savoir, tu vois, il y a quelques années comme ça, où du coup, j'ai commencé à me dire « Ok, comment on peut optimiser ?» Et aujourd'hui, j'ai monté une agence spécialisée 100% CRO, où on va faire de l'optimisation de site, l'optimisation de landing page, avec notre méthode à nous, avec un gros aspect aussi neurosciences, parce que moi j'adore ça et je considère que le CRO c'est avant tout comprendre les clients avant de penser hack et tout ce qu'on peut voir à peu près partout. Donc voilà un petit peu qui je suis. Aujourd'hui on a accompagné un peu plus d'une centaine de marques en 2 ans, des marques plutôt D2C, des marques comme Spring, comme 900 Care, comme Hydratis, comme Dijon et comme plein d'autres et on continue notre route et on adore ce qu'on fait. D'accord, super. Écoute, dites aussi, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc direct to consumer. Ouais, exactement, plutôt des marques donc B2C, donc plutôt direct to consumer. Moi, c'est plutôt mon ADN. J'avais écrit un premier bouquin sur les DNVB et donc les marques digitales nées sur le web qui verticalisaient le commerce. Bon, c'est un peu has-been maintenant. Le bouquin, il date de 2019, mais voilà, c'est mon univers et je pense qu'il y a un vrai sujet là parce que l'e-commerce est souvent de pas le copier-coller d'un site à l'autre. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils achètent pas comme ça, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur le digital, sur comment tu arrives à rendre, alors plus émotionnel, et c'est toujours un vrai sujet de la définition de l'émotion, mais comment tu arrives à rendre une expérience en fait, qui fasse que le client, t'aies pas besoin de le convaincre, mais qui s'auto-convainc, tu vois. Parce qu'en fait, il a un besoin, il a une peur, il a une crainte, et à la fin, il va avoir envie d'acheter ton produit parce que c'est la réponse à son problème à lui, et t'es pas juste une solution, quoi. Écoute, très clair, tu as déjà commencé à donner des petits éléments de définition, et justement, ça va être l'objectif de cette première partie, back to basic. On entend du CRO un peu partout, mais pour toi, c'est quoi vraiment le CRO ? Alors, c'est une définition multiple. J'imagine que si les gens viennent écouter un podcast qui s'appelle CRO & Co, ils savent à peu près ce que veut dire le mot CRO. Donc, le Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation du taux de conversion. Faut penser que c'est un acronyme qui a été inventé il y a plus de 20 ans, tu vois, aux États-Unis, où on pensait, optimisation du taux de conversion. Aujourd'hui, c'est presque un peu has-been. Parce que finalement, on ne vient pas optimiser qu'un taux de conversion, on vient optimiser plutôt, moi, ce que j'appelle le revenu par utilisateur, donc et le taux de conversion et le panier moyen, parce qu'à la fin, le business, c'est pas juste de faire augmenter ton taux, tu fais moins de business à la fin, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque utilisateur te rapporte de plus en plus. Donc chaque personne qui vient sur ton site, qu'il achète ou qu'il n'achète pas, dans une moyenne, fasse qu'il te rapporte toujours de plus en plus. Et du coup, il a été assez mal perçu, ce mot CRO, en se disant « Ok, on va en fait aller créer un peu du hack, créer un peu des éléments, un peu de quick win, etc. pour faire grossir ce fameux RPU, ce fameux revenu par utilisateur. » Et en fait, à un moment, je trouve que ça s'est un peu perdu.
tu vois, dans justement de la magouille, tu vois, et du petit truc qui va faire la différence. Ça peut faire des petites différences, tu vois, mais pour moi, le vrai CRO, c'est cette capacité à comprendre, c'est cette capacité à s'intéresser aux gens, et c'est cette capacité à créer en fait une expérience, à créer en fait une histoire qui va faire que le client il va se reconnaître à l'intérieur. Et en fait, l'objectif final, c'est quand même d'aller comprendre quelles sont les émotions, qu'est-ce que le client a envie de vivre et comment en fait tu peux être une solution à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le client, quand il arrive sur ton site, sur n'importe quelle plateforme que tu vas lui proposer, en fait, lui, il arrive avec son histoire. Il arrive avec son passé, il arrive avec ses peurs, il arrive avec ses craintes, il arrive avec ses rêves, il arrive avec ses envies. Et en fait, ton rôle en tant que CRO manager, c'est d'être capable de comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête pour être capable de lui proposer exactement ce qu'il attend. Et pas, encore une fois, pour le convaincre ou pour faire le vendeur, comme on a pu voir des vendeurs, je sais pas, d'aspirateurs ou quoi, tu vois, un peu pushy, etc. Mais justement, d'être en fait tellement bien, tellement en adéquation avec ce qu'il a, que en fait ça va être tellement smooth pour lui, qu'il va être là, qu'il va pouvoir découvrir, qu'il va pouvoir comprendre, qu'il va pouvoir ressentir, et qui à la fin il va pouvoir surtout acheter. Et c'est ça qui fait, qui est pour moi la vraie définition du CRO, c'est vraiment cette capacité à comprendre les gens. Et c'est pour ça que dans notre méthode il y a aussi beaucoup de neurosciences, beaucoup d'analyse, mais voilà, c'est vraiment de réussir à comprendre les gens pour en fait se mettre à leur service. Et pour moi, c'est ça le CRO. Écoute, merci déjà pour tous ces éléments. Point important, effectivement, on parle beaucoup d'optimisation du taux de conversion. Tu as parlé et bien rappelé un élément complémentaire, le panier moyen. C'est facile de mettre des discounts à moins 30% et d'un seul coup, bien entendu, ta conversion va s'envoler. Ton panier moyen, lui, va chuter drastiquement et ton chiffre d'affaires, au final, sera en baisse. Donc, bien avoir, pour une vision de croissance de ton business, en tout cas, ces deux dimensions, conversion, panier. Ensuite, il y a bien entendu d'un autre côté l'apport de trafic. C'est un autre stream, mais là, on se focus vraiment sur comment mieux convertir et comment les faire acheter plus cher. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et le point le plus important, comprendre ton client, comprendre la donnée, à qui tu parles, à qui tu t'adresses, quels sont ses besoins, ses motivations, ses attentes. Et ça fait une très très bonne transition maintenant qu'on a posé les bases de qu'est-ce que c'est le CRO, de parler maintenant un peu méthodo. Donc tu accompagnes beaucoup de marques. Comment ça se passe justement toi quand on vient te voir pour te dire j'ai besoin de booster mon taux de conversion? C'est quoi la démarche que tu mets en place? Est-ce qu'il y a une démarche type? Par quoi tu commences? Déjà, je commence par m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi. Okay. Parce qu'en fait, augmenter son taux de conversion, c'est un moyen pour atteindre un résultat. C'est quoi son vrai problème? Est-ce que, tu vois, moi j'ai des clients pour qui le vrai problème, ça va être de réussir à abonner plus de gens. Parce qu'en fait leur business il repose là-dessus, parce qu'ils ont un churn important, parce que peu importe. Donc déjà, avant même de comprendre son client à lui, c'est de le comprendre lui, pour vraiment réussir à faire ressortir en fait ce qu'il essaye de me dire et ce qu'il essaye de me demander. Ça va être super important parce que si j'ai pas une bonne compréhension de la marque que j'ai en face de moi, aussi bien d'un point de vue objectif, court terme, long terme, mais aussi d'un point de vue branding, de ce qu'elle est capable de raconter, de comment elle a envie de se positionner, de ce qu'elle peut faire, déjà je peux pas bien la comprendre. Donc il y a déjà une première phase là-dessus qui va être pour moi hyper importante d'analyse, et c'est pour ça que souvent nos clients ils sont surpris parce que au début en fait on leur parle pas du tout conversion, on leur parle pas du tout UX, on leur parle branding, proposition de valeur, intention, objectif, etc. Ça c'est la base. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien compris où est-ce que eux veulent aller, quel est en fait un peu l'objectif final de la mission, tu vois. Là, on va commencer à s'intéresser à leurs clients. On va commencer évidemment à regarder. Alors moi, ce que j'aime bien faire en premier, c'est même pas aller sur leur site, c'est regarder un peu ce qui se dit, tu vois, sur eux, comment les gens parlent d'eux, que ça soit des clients, que ça soit des journalistes, que ça soit des podcasts, que ça soit, tu vois, un peu d'essayer de comprendre, tu vois, ce que les gens pensent d'eux. Et déjà, voir si c'est aligné avec ce que eux m'ont dit. Parce qu'en fait, moi, je vois qu'il y a souvent déjà un premier biais, c'est sur ce que la marque te raconte de qui elle est et comment elle est perçue. Exact. Et là, déjà, des fois,
Alors des fois c'est complètement aligné. Alors là c'est royal pour nous parce que ça veut dire que le travail est bien fait depuis longtemps et que tu vois le travail de marketing a été bien fait et ça c'est important. Et des fois tu vois une grosse différence, tu vois un gros écart entre et en fait souvent parce que la marque elle te partage sa vision rêvée de ce qu'elle voudrait être et pas de ce qu'elle est. Déjà de bien voir quelle est cette différence là. Et où est-ce que tu te rends? Du coup, tu regardes les avis Google? Je regarde tout. Je regarde les avis, je regarde les avis Google, je regarde les avis Amazon, je regarde je te disais les articles de blog, je regarde les articles de presse, je regarde les passages télé, je regarde, tu vois, quand c'est des marques qui sont plus avancées, qui ont vraiment de la presse et tout ça, je vais regarder par exemple les commentaires sur leurs publications, les commentaires sur leurs pubs, tu vois, pour voir un peu ce qui se dit. Parce qu'en fait, on va déjà déceler beaucoup d'objections, beaucoup d'objectifs, beaucoup de craintes, de peurs. Tu vois, si par exemple je vois que sur une ads, il y a plein de gens qui s'interrogent sur je comprends pas, j'ai pas reçu mon produit, ou il est pas arrivé dans les temps, ou il correspondait pas à ce que j'avais vu, etc. Ok, tu vois, ça nous fait des warnings en se disant attends, il y a des trucs à régler là, parce qu'en fait, si tu fais un super site et que le mec à la fin il envoie pas ses produits à temps, qu'ils arrivent cassés, etc. En fait, tous ces clients que tu auras convaincus, ils vont complètement te mettre, en fait, ils vont te tirer dans les pattes, et à la fin, ton taux de conversion, il va ressembler à rien, mais en fait, c'est pas parce que tu auras fait un mauvais travail, c'est parce que l'après-vente, il n'est pas réussi, et que du coup, ça ruisselle, parce que tu vois, si sur les réseaux, si dans Trustpilot, les gens, ils sont pas contents, etc., à un moment, je peux rien faire. Ça me donne énormément d'insights, énormément d'infos sur vraiment ce que recherchent les clients. Ensuite, je m'interroge. Je me dis, OK, quelqu'un qui viendrait, imaginons, je sais pas, justement, je parle de week-end, on est chez Pierre et Vacances et chez Center Park. Quelqu'un qui veut partir en week-end, OK. Avant même d'aller sur le site de la marque, je vais me demander quelles sont les questions que le client il se pose. Qu'est-ce qu'il peut chercher? Qu'est-ce qu'il a envie de chercher? Et en plus, j'ai toujours en tête ce que toi tu m'as dit, en tout cas ce que la marque m'a dit sur un peu quels sont les clients, qu'est-ce que vous proposez, etc. Pareil, là je vais commencer à lister, tu vois, tous les objectifs, toutes les objections, toutes les craintes, tout ce qui pourrait faire en sorte qu'il ne peut pas passer à l'action, etc. Et une fois que j'ai tout ça, là ensuite, je vais aller me mettre dans la peau du client et je vais aller sur le site, je vais aller sur les landing pages, je vais aller sur tout ça pour essayer de voir, ok, est-ce que c'est aligné ou c'est pas aligné? Est-ce que l'objectif que tu as, est-ce que je le comprends, est-ce que je le comprends pas? Est-ce que si je suis client, je peux y aller ou pas? Et nous, derrière, on a une méthode que j'ai appelée CMD, et c'est pour capacité, motivation, déclencheur. En se disant, est-ce que mon client, il a les capacités d'acheter? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est intuitif? Et surtout, est-ce qu'il a la capacité par rapport à qui il est? Imaginons que justement tu vends des week-ends plutôt avec des paniers moyens élevés. Est-ce qu'il a la capacité de payer en plusieurs fois? Est-ce qu'il a la capacité d'aller jusqu'au bout, de comprendre ce que tu lui proposes? Ensuite, est-ce qu'il a la motivation? Et comment je peux faire en sorte qu'il ait encore plus de motivation? Et enfin, est-ce qu'il a les déclencheurs nécessaires? Parce que s'il a la capacité, qu'il a la motivation, mais qu'il n'a pas de déclencheur, il va procrastiner. Et en fait, c'est l'objectif de dire comment je fais en sorte qu'il passe la commande maintenant, parce qu'en fait, il est dans son flot d'énergie qui fait que c'est le moment où il aura envie de passer sa commande. Et donc, je me pose toutes ces questions-là et je vois si c'est en adéquation, pareil, avec ce que la marque elle fait. Et en fait, là, souvent, dans ces 3 points, donc il y a un aspect plus technique avec la capacité, un aspect plus émotionnel, plus argument, avec la motivation, et un aspect plus business, avec la partie déclencheur. Est-ce que tu as la bonne offre? Est-ce que tu as un bon CTA? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as les rassurances? Est-ce que tu as tout ça qui fait que tu vas être capable de déclencher? Une fois que j'ai ça, là, je commence déjà en fait à avoir pas mal d'hypothèses en se disant ok, là sur la capacité, il y a tel point à tester ou à améliorer. Sur la motivation, il y a tel point à tester ou à améliorer. Sur le déclenchement, pareil. Là, on commence à analyser beaucoup plus en profondeur les heatmaps, GA4, tout ce qu'on va pouvoir avoir comme données quali, données quanti. Souvent, d'ailleurs, on commence par le quanti et après, on va sur le quali. Et une fois qu'on a tout ça, ok, là, on va commencer à pouvoir
mettre en place des hypothèses, à pouvoir créer une roadmap de test, parce que l'objectif, c'est pas d'être sûr de nous. Ce que je dis toujours, c'est l'intuition guide, la data décide. Donc, à la fin, tu peux avoir de l'intuition, c'est notre métier dans le marketing. L'intuition, elle va être guidée par notre expérience aussi, par, justement, on parlait de neurosciences tout à l'heure, tout ce qu'on peut savoir sur comment le client fonctionne, comment on peut voir des quick wins, parce qu'il peut y en avoir aussi, tu vois, des best practices, etc. Mais tout ça, c'est de l'intuition. Pour moi, il n'y a aucune vérité. Et une fois qu'on a mis en place toutes ces intuitions dans des hypothèses, une hypothèse, c'est quoi? C'est évidemment être capable de se dire toutes les hypothèses doivent être là pour améliorer l'expérience du client, peu importe qu'elle ait un objectif business tout de suite ou plus lointain ou quoi que ce soit, mais c'est comment finalement cette hypothèse va pouvoir aider mon client à passer à l'action. Et surtout, et ça c'est un point que je dis toujours, c'est avant même de tester, tu as ton hypothèse et tu as déjà ta conclusion à l'hypothèse. C'est-à-dire que tu dois pouvoir être capable de te dire, ok, si le test il est gagnant, qu'est-ce que ça raconte? Si le test il est perdant, qu'est-ce que ça raconte de mon client? À chaque fois, qu'est-ce que ça raconte de mon client? Reprenons l'exemple du paiement en plusieurs fois. Je rajoute le paiement en plusieurs fois, ça va lui permettre d'être capable d'acheter plus facilement, peut-être un panier moyen plus élevé, etc. Ok. Si jamais la mise en place du paiement en 3 ou 4 fois n'apporte pas d'uplift, qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Si elle apporte un uplift, qu'est-ce que tu tires comme conclusion par rapport à ta situation passée? Et surtout, ok, et si jamais il est stable, est-ce qu'on l'implémente ou on ne l'implémente pas? Parce qu'en fait, de temps en temps, tu peux aussi avoir des choses qui n'apportent pas quelque chose d'ultra positif sur une durée de test de 2-3 semaines, sans que ça soit négatif, mais au moins stable, tu vois. Et en même temps, tu peux avoir envie de te dire, ok, mais ça, c'est un élément important que j'ai envie de leur raconter. Et c'est peut-être aussi intéressant de regarder, parce que des fois, on se dit, je regarde un KPI qui est le taux de conversion, mais en fait, si tu commences à segmenter aussi l'analyse de tes résultats, en fait, tu vas te rendre compte que sur un segment particulier, ça va peut-être surperformer, sur un autre segment, ça va peut-être sous-performer. Donc, tu as aussi des insights qui vont au-delà d'un seul chiffre. Derrière, les sources d'acquisition, tes devices, plein de choses en fait. Évidemment. Et en fait, peut-être que par rapport à ce constat-là, cette observation-là, bah, tu vas te dire, je vais réorienter, pivoter ou alors personnaliser pour, par exemple, proposer cette feature ou ainsi de suite que à ce segment-là qui réagit bien et ne pas le proposer aux autres. Donc, tu as aussi ça dans la partie deep dive qui va un peu plus loin de ton KPI qui peut t'aider aussi à t'orienter pour la suite. Évidemment. Moi, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que pareil, il faut que tu aies entre 3 et 5 KPI maximum à suivre par test en te disant il faut que ces 3 ou 4 ou 5 KPI aillent dans le même sens. C'est ça, parce que en fait, souvent on se dit on prend un KPI primaire et allez, max 2 secondaires pour dire aussi que c'est le primaire qui va orienter la décision aussi derrière. Parce que quand tu te retrouves avec un choix de 3 KPI dans lequel ton primaire il est positif, mais sur tes secondaires, il y en a un qui est négatif, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc c'est pour ça aussi que tu peux aussi pondérer et donner un peu plus d'importance à ton KPI primaire qui est vraiment ton North Star, la métrique de ton A/B test, et au détriment potentiellement d'un effet négatif sur un des autres. Et il y a aussi la notion de significativité. On entend parler de 95%, mais c'est aussi un autre élément. Si on voit aussi des tendances au bout de 2 semaines qui sont positives, mais pas encore significatives, qu'est-ce qu'on fait? On laisse continuer le test? Est-ce qu'on coupe? Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut se permettre de partir en prod alors qu'on voit un trend qui semble positif, mais on n'a pas encore atteint le niveau de significativité qui fait que c'est normalement confirmé, tu vois? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un très gros sujet et qui crée beaucoup de frustration et de questions. Pour atteindre les taux de significativité d'au moins 95, voire 98, voire 99%, il faut un volume gigantesque. Et donc, ça voudrait dire, ok, en fait, il y a 1% des boîtes aujourd'hui en France qui sont capables de tester des choses. Donc, en fait, j'ai une marque un peu intermédiaire qui va pas avoir le trafic nécessaire pour avoir une significativité dans les 2-3 semaines de 99%. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le test durer 3 mois? Mais du coup, tu perds en potentiel parce que si t'es un peu, tu vois, s'il y a un peu un effet de saisonnalité, un effet d'offre. Même en termes de réactivité, enfin, tu vois, tu te dis j'en ai pour 3 mois devant moi aussi. C'est ça. Sachant que tu vas peut-être pas paralyser d'autres choses parce que tout peut avoir un impact et un biais sur l'analyse de tes résultats. Exactement. Ça frise ton business potentiellement, donc c'est pas très agile effectivement comme démarche. Je considère aussi qu'il y a un taux d'évolution qui te permet de te dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, sur ma durée de test, j'ai plus 12%, tu vois. Peut-être que j'aurais pas plus 12%. Mais si depuis le début du test,
je suis toujours en positif. C'est ça. Tu Il y a vois. aussi le Et trend, qu'en fait, en fait. à la fin, Ouais. j'ai un plus 5, un plus 7, Tu sais que t'es gagnant. tu sais que t'es gagnant. Après, au pire, ça, voilà, il peut y avoir des différences de points et ton calcul de plift, ta projection d'impact business sera peut-être pas exacte. En revanche, tu sais que tu vas apporter une amélioration concrète Exactement. derrière. Donc, Exactement. effectivement, c'est peut-être ça aussi un point important à garder en tête derrière. Exactement. De temps en temps, il faut savoir sortir un peu du cadre, quitte à te dire, voilà, je peux pas dire, promettre que ça sera absolument ce 12%, mais déjà, si tu es à plus 6, plus 7, plus 8, bah, c'est déjà super positif, il faut y aller, quoi, tu vois. C'est ça. Il faut pas attendre 3 mois. Et tu parlais aussi, donc il faut avoir un volume qui est quand même significatif. Après, c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte qu'est-ce que tu changes sur la page et où est-ce que ce changement est aussi. Parce que Bien si sûr. tu dis en gros, je vais faire une modif sur mes pages produits, il y a un volume qui est énorme, tu apportes un changement qui est mineur, voire peu visible, sous la ligne de flottaison en bas de page. C'est pas que la volumétrie de page concernée par le scope de ton test, c'est aussi en quoi consiste ton changement et où est-ce qu'il se trouve et à quel taux d'exposition, tu vois, il est aussi. Par rapport à ton trafic. Pour ça, il y a un truc très simple que moi je fais toujours, c'est que je rapporte le nombre de pages potentielles à voir pour pouvoir avoir une significativité avec la position dans la page en prenant une unit map avec le scroll et en te disant en fait ce bloc, il est vu par 25% des gens, donc il me faut 4 fois plus. Voilà, on est d'accord. Tu vois, c'est tout simple. Et là, des fois, ça commence à faire des. C'est là quand tu commences à recouper, bien sûr. Tu vois, donc là, tu te concentres sur les éléments évidemment les plus vus. Tu vois, sur un header, sur le dessus de la ligne de flottaison. Mais encore une fois, aussi, tu vas te concentrer sur l'intention du test et ce que tu veux tester. Parce que tu vois, il y a aussi ce fait de souvent se dire, on teste une seule chose pour voir si ça marche. Oui et non. T'es Décathlon, ok. Parce que justement, tu as le volume qui va te permettre de savoir, etc. Quand tu veux vraiment tester une hypothèse, par exemple, te dire, ok, mon client, il recherche plutôt ça. Bah, est-ce qu'il ne faut pas avoir 1, 2, 3, 4 éléments sur la page qui vraiment racontent cette histoire que tu as envie de lui raconter? Parce que si c'est juste pour mettre un petit élément en plus qui est à peine visible, que même toi, tu sais pas trop où il est, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, de temps en temps, pour moi, je trouve que c'est bien de dire, ok, c'est mon intention. Un petit peu comme quand tu vas faire une pub, tu vois, tu vas faire une pub, tu vas avoir une intention créative, une intention de proposition de valeur, et tu peux faire une pub avec une autre intention de proposition de valeur. Et de temps en temps, pour moi aussi, il faut être capable, tu vois, de prendre ce recul-là et de te dire, ok, en fait, l'histoire que j'ai envie de raconter avec ce test, c'est ça. Et comment je raconte cette histoire? Et s'il y a 2, 3, 4 changements, fine. Et tu as d'autres alternatives. Là, on parle d'A/B test, ou dans lequel, effectivement, quand tu as peu de volume, il faut aller taper sur du changement beaucoup plus important, bien visible. Est-ce qu'il y a aussi d'autres approches pour se dire comment je peux venir tester, challenger mes intuitions autrement que par de l'A/B test, par exemple? C'est compliqué. Tester une intuition, comme je disais tout à l'heure, c'est de la data qui va te donner la réponse. Si tu n'as pas de volume du tout, à un moment, tu vas tourner en rond parce que tu vois, justement, tu vas pas avoir cette significativité, parce que tu vas te poser des questions et en fait, tu vas toujours être dans le doute. Il faut savoir qu'en moyenne, un test sur 6, c'est la data mondiale est positif. Ça fait peu. Ça fait peu. Donc le reste, il est soit flat, soit négatif. Soit flat, soit négatif. Ok. Et donc souvent, si tu implémentes sans faire ton test, un test sur 6, il y a de grandes chances que tu sois plutôt dans le négatif. Donc, en fait, tu vas potentiellement perdre sans t'en rendre compte. Ouais. Que le test, il est hyper utile parce que personne n'a raison. Il n'y a que le client qui a raison. Et ni le boss, ni le chef de projet, ni le directeur marketing, peu importe. Ton idée, elle est peut-être bonne, elle est peut-être pas bonne, on va vérifier. Mais je trouve que c'est un bon point, en fait, mais qui, du coup, peut-être est une alternative, c'est-à-dire... Au final, je suis d'accord avec toi, c'est le client qui a raison. Du coup, qu'on n'a pas beaucoup de volume, peut-être qu'on peut envisager aussi de se rapprocher de ses clients. Voilà, on retombe sur du quali plutôt. Entre ne rien tester et se dire j'y vais à fond parce que j'ai pas de volume et je peux pas faire de l'A/B test, versus se dire j'ai peut-être dans mon panel de clients certains qui sont accessibles, qui ont envie de donner leur avis, que je peux embarquer aussi pour avoir des retours sur une proposition de valeur au challenger ou même les embarquer dans une approche un peu de co-création. Ça peut aussi être une idée, tu vois, et une bonne alternative quand tu galères potentiellement à avoir une volumétrie significative et importante. Donc peut-être que les approches quali, tu vois... Tu veux que je te donne une data qui va aller un peu à l'encontre de ce que tu es en train de dire? Je prends que ça. Vas-y. Il a été prouvé que dans les enquêtes consommateurs en direct, seulement 25% des réponses étaient véritables. Donc c'est-à-dire que 25% des insights qui te seront donnés
seront vraies. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a un gap entre ce qu'ils disent Il y a un gap énorme entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, et pas toujours de façon consciente d'ailleurs, hein, tu vois. Donc c'est hyper dangereux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, tu vois, je refuse jamais quand un de mes clients me dit ouais, je vais faire une enquête, etc. Attention à l'enquête que vous faites. Attention évidemment aux questions que vous posez, et surtout attention à ne pas prendre les réponses comme véritable. Comptant, exactement. Ouais. C'est hyper important de remettre tout ça dans son contexte et de comprendre avant même, et c'est pour ça que les neurosciences sont hyper importants, c'est de comprendre avant même de poser les questions dans quel biais et vous et le client peut tomber. Super important. Quand on va faire une enquête, c'est très rare qu'on n'ait pas une idée. Si on fait une enquête, c'est parce qu'on se dit... Comme tu dis, avec ton hypothèse, comme pour un A/B test, en fait. Tu as une intuition, tu as un test que tu veux poser, que tu veux confirmer ou... Et souvent, tu vas la faire confirmer. Oui, là, tu as le biais de l'orienter aussi. Souvent, tu vas la faire confirmer, et souvent, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas bête non plus. Si c'est un questionnaire, alors elle peut y répondre. Tu sais pas dans quelles conditions elle y répond. Tu sais pas avec quelle intention elle y répond. Tu sais... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Si c'est un focus group, si c'est un entretien, il y a des yeux en face d'elle, il y a des intentions... donc ça va être compliqué d'être sûr de sa réponse. Et encore une fois, hein, pas de façon conscientisée et pas en se disant je vais complètement faker, je vais les mettre dans le mur. Personne se fait ça. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, c'est tout ça qui est important à avoir en tête. Mais si on reprend les 2 données que j'ai données, un test sur 6 qui est positif, 25% qui est positif chez le client, peut-être qu'il faut lui demander. Oui, parce que toi, c'est pas quelque chose que t'écartes, en tout cas, sur la panel qualitatif, en tout cas, le test utilisateur. C'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement parce que ça coûte très cher. Tu vois, si tu veux faire un truc pareil, significatif, etc., enfin, c'est quand même beaucoup d'argent. Et souvent, nos clients ne viennent pas pour ça. Mais très récemment, j'ai commencé une mission avec une boîte qui me disait, bah voilà, mon taux de conversion chute. Et avant de venir nous voir, ils nous ont dit, bah, nous, on est engagés dans une enquête, focus group. Et je leur ai dit, bah déjà, je les ai prévenus de tous les biais qu'on pourrait avoir. Et je leur ai dit, bah, on va essayer de retravailler peut-être les questions, on va essayer de repenser certaines choses pour essayer d'avoir des réponses qui nous soient utiles et qui nous permettent d'avancer. Et là, on pourrait quasiment faire un épisode complet sur justement les questions, les biais, etc. Mais en tout cas, je ne le mets pas du tout de côté, mais toujours avec ce warning de attention. Et c'est pour ça que quand tu peux jumeler ça avec des tests, c'est intéressant. Parce que du coup, tu vas pouvoir savoir un petit peu mieux. Mais tu peux récupérer des choses hyper intéressantes. Une question que moi j'adore poser, et ça, je pense après toutes mes expériences, et si jamais quelqu'un qui nous écoute pense qu'il y a encore mieux comme question, bah, je veux bien qu'il nous l'envoie. Mais moi, la question que j'aime poser, c'est à quelqu'un qui vient d'acheter, mais vraiment qui vient d'acheter, qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'acheter ? Oui, parce qu'en fait, même s'il a booké, on le voit, il a pu avoir des problèmes, il a toujours eu d'erreurs. Ouais, ou il aurait pu dire, voilà. bah, peut-être que il a galéré je à trouver trouvais que c'était un peu cher, je me suis laissé convaincre parce que je trouvais que, ou alors j'ai vu que chez votre concurrent, le produit était assez similaire. Ouais. Vraiment de se dire, qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant d'acheter ? Et ça, c'est hyper précieux parce que déjà, il a acheté. Donc, c'est pas un mec, un touriste qui n'aura jamais acheté. Donc, c'est ton client, tu vois. Et du coup, ça, c'est une vraie bonne question à poser, tu vois, en direct après achat ou quoi que ce soit. Et là, la réponse, elle est quali. Pareil. Et surtout, son émotion, elle est dans l'instant. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu disais attention au biais, parce que tu peux sonder parfois des personnes qui doivent se projeter en disant si jamais je... Mais là, il vient d'acheter. Il est dans la peau d'un vrai client. Donc, en fait, ce qu'il va te dire, il y a peu de chances en fait, que ça soit biaisé, ainsi de suite. C'est sûr. C'est son ressenti post-achat, tu vois. Donc, tu diminues ton niveau de biais, en tout cas. Puisque là, il va te partager généralement. Là, vu qu'il vient de booker, il attend peu de choses à part partager son feedback. Et là, c'est autant d'insights que tu peux venir réinjecter sur tes landing pages en réponse proactive aux objections, par exemple. Ou alors avoir une roadmap même de fixe de ton côté, en continu, sur ton site web. Donc là... Petit tips aussi, le petit sondage post-achat. Qu'est-ce qui t'aurait empêché d'acheter ? Hyper intéressant. Et tu vois d'ailleurs, un autre tips CRO que nous on fait beaucoup, alors on le fait beaucoup sur les landing pages, un peu moins sur les sites, mais on essaye de le faire quand même, c'est de mettre assez haut sur la page les 3 questions qu'on nous pose le plus.
En mode FAQ, enfin tu vois, Un peu en mode anticipé, FAQ, ouais, mais ouais. en mode anticipé, tu vois. Alors après, tu le storytell comme tu Bien veux, tu sûr. vois. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de dire, je sais les questions que tu es en train de te poser. Bien, je t'y réponds. On retombe sur la compréhension de base en fait Évidemment. de ton client, de ses points de Évidemment. blocage et ainsi de suite, que Et anticipe. ça fait une différence. Oui, parce que tu débloques tout de suite ce qui pourrait traverser son esprit Et pour mais le coup. évidemment, parce qu'en fait, t'as aussi tout le rapport au niveau de conscience. Le mec qui arrive sur ta page, est-ce qu'il est très conscient de son problème? Est-ce qu'il connaît déjà ta marque? Tu sais pas. Tu peux avoir une idée, mais tu peux pas en être sûr à 100% de ce qu'il sait ou pas. Tu lui dis ça, les 3 questions qu'on nous pose le plus, etc. Et évidemment, c'est évidemment 3 objections. En fait, tu viens lever tes freins très vite, et en fait, d'un coup, tu sais, ses peurs, ses craintes et tout diminuent, et après, il peut parcourir ta page. Ouais, Parce mais qu'il sait que, oui, il peut payer en plusieurs fois, oui, il peut machin, oui, tu vois, les gens sont super contents, ça permet de faire ça au bout de 3 mois, tu vois, de le projeter en fait dans son objectif, et ça marche bien. même la preuve sociale dont tu viens de parler, justement, pour Ouais. rassurer aussi X personnes qui sont déjà satisfaites et ainsi de suite. Bien sûr. Et ça vient... Attention à la preuve sociale. Ah, vas-y, je t'en Attention. prie. Non, en fait, attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en mettent trop. Et tu sais, quand on essaye de trop te convaincre, le cerveau, il se met aussi en opposition. Ouais, tu dis c'est bizarre. Attention, Il y a un pourquoi truc il m'a dit, tu vois, et pourquoi il met des avis partout? Pourquoi il me dit qu'il y a 100 000 clients? Pourquoi ils sont tous contents? Mais comment ça? Comment ça, tout le monde est content? Moi, je connais pas Non, c'est pas- des gens qui, Impossible. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est plus la quantité d'informations de preuves sociales. Parce que tu vois, les preuves sociales, tu peux en avoir des milliers. Tu vois, tu peux avoir des avis d'experts, des avis de clients, des UGC. Et donc, c'est là où il faut faire attention à te dire déjà à quel moment la preuve sociale elle sera utile dans la découvrabilité de ta marque ou de ton produit. Parce qu'en fait, des fois, c'est très vite. Des fois, ça l'est un peu moins. Tu vois, ça peut être juste un point de réassurance et pas un point de conversion, entre guillemets. Tu vois, juste de dire, ah ouais, ok, c'est rassurant, etc. Parce qu'il faut pas oublier aussi, et encore une fois, les neurosciences, comment les gens fonctionnent, comment le cerveau des gens fonctionne. Et en fait, la preuve sociale, la réassurance, c'est juste de dire au cerveau, ne te prends pas la tête à trop réfléchir. Vu qu'il y a déjà 100 000 clients qui ont adoré le produit, le risque que toi tu ne l'aimes pas, il est quand même hyper faible. Et au pire, si tu ne l'aimes pas, ça te donnera une raison de croire que tu n'es pas comme les autres. Donc c'est sûr. presque Ouais. cool, tu vois. Ouais, bien sûr. Sauf si c'est un achat à 10 000 balles, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, parce que moi je vois beaucoup aussi les conseils, mettez plus de preuves sociales. Pas toujours. Et justement, donc, en gros, si on revient sur ce que tu nous as dit au niveau de la méthodologie, donc il y a déjà une grosse première partie avant même que tu ailles sur le site internet pour voir à quoi ressemblent les landing pages, le parcours et ainsi de suite. C'est comprendre la personne avec qui tu discutes, comprendre la marque, comprendre les enjeux et aller voir ce qui se dit justement sur le terrain. Est-ce qu'il y a un écart? Ensuite, tu commences à aller sur le site web. Tu nous as parlé de la méthode CMD. Est-ce que justement, avant d'aller dans les données quanti-quali, tu commences quand même un premier audit UX sans données, mais qui viennent, on va dire, couvrir des guidelines assez traditionnels, le rendu sur mobile, parce que effectivement le côté responsive est très important. Est-ce que même avant de plonger dans de la data quanti-quali et de demander accès à ces éléments, tu commences par un audit Bien sûr, c'est le C de capacité. Voilà, on est d'accord. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la capacité d'acheter de façon fluide, simple, etc. Est-ce qu'il a la capacité de comprendre ce que tu es en train de lui proposer? Moi, un truc aussi que j'adore faire, et ça c'est un bon tips pour savoir si votre site il ressemble à quelque chose. Imaginez quelqu'un qui arrive sur votre home. Votre objectif, souvent il y a un CTA au-dessus de la ligne de flottaison. Votre objectif c'est qu'il clique sur ce CTA, sinon vous ne l'auriez pas mis. Bah cliquez dessus. Où est-ce que ça vous amène? Cliquez sur le prochain CTA. Où est-ce que ça vous amène? Cliquez sur le prochain CTA. Faites vraiment l'expérience rapide. Et après, rétro-ingénierez et dites-vous, qu'est-ce que je sais de la marque maintenant? Est-ce que j'ai assez d'informations pour pouvoir acheter? Et ça, tu te rends compte que souvent, ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, sur la home, tu vas avoir une bannière un peu promo, donc tu as cliqué sur la promo. Après, soit tu arrives sur une page catégorie, soit tu arrives sur une page produit. Si tu cliques tout de suite, est-ce que ta page produit, elle était suffisante? Tu vois, tu arrives dans le panier, ok. Est-ce que là, avec les informations que j'ai eues, je suis capable d'acheter? Un CTA, sa place est super importante. Où est-ce que tu vas le placer? Super important, parce que comme on dit encore, souvent, oui, il faut le mettre au-dessus de la ligne de flottaison. Moi, par exemple, sur des landing pages, il y a plein de cas de landing page que j'ai en ligne sur des clients en ce moment et qui sont des top landing pages où le CTA, il arrive très,
très, très tard. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu dois potentiellement commencer par remettre leurs top 3 questions. Tu les accroches comme ça, tu as déjà débloqué pas mal de choses dans leur esprit et ensuite tu proposes la solution, mais ils ont capté déjà que tu comprenais qui ils étaient, quels étaient leurs problèmes et ensuite tu peux arriver sur l'approche un peu plus sales-driven et solution. Exactement, mais c'est pas ce qu'on te dit. Ce qu'il faut se dire que s'il y a un bouton, les gens vont cliquer dessus. Mais en fait, ton objectif, c'est peut-être pas qu'ils cliquent si vite. Il faut qu'ils soient qualifiés, bien engagés, avec le bon niveau de connaissance pour arriver derrière. Parce que c'est sûr, si c'est juste pour amener un max de personnes et qui font que juste en fait partir ou revenir en arrière, ça sert à rien. Au début de l'épisode, tu parlais d'un premier KPI qui était le RPU, le revenu par utilisateur. 1 ou 2 KPI additionnels que tu suis qui sont vraiment clés. Pour moi, la base, ça va être évidemment le taux de vue produit. Ça, c'est un taux, tu vois, qui en moyenne est sous la barre des 50%, autour des 48%. Donc ça veut dire que sur une moyenne, tu as un client sur 2 qui ne verra pas un produit sur ton site. Et pourquoi c'est un chiffre important, c'est que des fois, c'est plutôt 20-25. Et moi, ça m'est arrivé même un exemple qui était à 12%. Pourquoi ? Parce que blog, tu vois, super... Déjà, voilà. Il vient consommer l'info, il s'en va. Il vient consommer l'info, il s'en va. Et du coup, vu que la marque n'avait pas conscience de ce taux de vue produit, ils avaient bossé leur fiche produit, tu vois. Et en fait, ils disaient, je comprends pas, ça change rien, etc. Je dis, oui, parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a personne qui les voit, tes fiches produits. Donc déjà, ce chiffre-là, avoir ce fameux 50%. Ensuite, le taux d'ajout au panier. Évidemment, hyper important de se dire, une fois que les gens ont vu le produit, il faut qu'ils les ajoutent au panier. Là, pour donner un ordre d'idée, taux moyen, c'est à peu près du 5-6%. Donc ça veut dire que sur les gens qui ont vu ta fiche produit, c'est plutôt du 10-12%. Ouais, ok. Donc ton 5-6, c'est sur l'ensemble du trafic. Sur l'ensemble du trafic. Vous pouvez sortir le blog si vraiment vous avez un blog très informatif et qui n'a pas du tout tendance enfin, la volonté de convertir, vous pouvez le sortir pour avoir des données un peu plus claires. Et ensuite, j'ai mon taux d'ajout au panier. Ensuite, ce que moi je vais regarder, c'est évidemment transaction, taux de conversion finale, mais aussi ce que j'appelle le taux de funnel. Tu vois, entre l'ajout au panier et la conversion. Parce qu'en fait, tu vas potentiellement voir des choses. Alors, quand tu es sur un site e-commerce, un Shopify ou quoi, le taux de funnel va assez vite parce que tu n'as plus beaucoup d'étapes. Souvent, tu as un one-page. Mais déjà, tu vois... tu peux mesurer un drop de toute manière entre l'entrée de checkout et la finalisation. Mais quand tu as des sites, tu vois, nous, par exemple, on bosse avec des marques comme Spring, comme les Commis, etc., qui ont des funnels vraiment de personnalisation de l'offre, avec de l'upsell, avec des trucs et tout ça. Là, tu vois... En général, combien de gens sont rentrés dans le funnel, combien de gens sont sortis, et puis après, tu fais étape par étape. Mais déjà, si tu connais par cœur ton taux de gens qui voient des produits, ton taux d'ajout au panier, ton taux de funnel, ton taux de conversion, ton panier moyen, et donc ton RPU, franchement... Déjà, tu as un bon bagage là. Tu as un bagage de dingue, tu connais ton business par cœur et tu vas voir très vite où est-ce que tu as des trous. Toutes ces datas, elles sont liées, elles sont assez simples, elles sont simples à retrouver sur GA4 et tout, c'est hyper facile. Et au moins, une fois que tu as ça en tête, je peux te dire que tu es déjà au-dessus de 90% des e-commerçants. Et tu nous as partagé là justement des seuils, tu vois, sur une moyenne, une référence sur le taux d'ajout panier, ceux qui ont vu la page produit qui ont ajouté au panier, ceux qui ont ajouté au panier qui ont converti. Et tu parlais justement du taux de conversion de ton checkout. Ouais. Là-dessus, est-ce que tu as un seuil à nous partager aussi ? Grosse moyenne, c'est 50%, mais voilà, ça peut varier. Donc, selon le panier moyen et tout ça, si vous êtes, je sais pas, à 35, à 40, c'est peut-être pas si alarmant que ça. Tu vois. Mettez Apple Pay. Tu vois beaucoup encore ça. Ouais. En fait, c'est tout bête, mais ça va tellement vite. Pour celui qui a Apple Pay, ça va tellement vite. Moi, par exemple, j'ai jamais ma carte bleue. Jamais ma carte bleue sur moi, parce que j'ai tout le temps mon téléphone. Si je vais sur un site, ça m'est arrivé hier soir, où quand je clique sur le truc carte bleue, c'est pas enregistré, ça fait pas appel à mes cartes bleues de mémoire, je ne sais pas payer. Terminé. Et du coup, je m'en vais. Tu vois. Et j'ai fini sur Amazon. Ok. Pour le même produit. Donc parce que sur Amazon, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai déjà ma carte à l'intérieur. Alors, c'est pas spécialement Apple Pay, mais c'est le sauvegarde des moyens de paiement en tout cas. Ouais. Et c'est fini. Donc, si vous avez énormément de gens qui sont jamais venus sur votre site, etc., Apple Pay, c'est hyper rassurant. Tu vois, moi, je paye en un clic. Et alors là, je paye à tout, quoi. Tu vois. Et donc, ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment une question d'expérience client qui est fascinante. Et ça,
pour tous les clients chez qui je l'ai installé. Alors des fois, l'uplift, il n'est pas gigantesque, mais j'ai jamais vu un uplift négatif. À l'inverse, tu vois, on avait des clients qui étaient sur PayPal et qui me disaient ça me coûte trop cher, enfin ça coûte beaucoup plus cher que les autres solutions, mais pourtant c'était très utilisé. À l'inverse, on l'a cut et en fait le taux de conversion n'a pas baissé. Ouais, parce donc là, ils ont gagné de la marge. Ouais, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et voir est-ce que c'est un plus ou un moins. Parce que de temps en temps, en fait, c'est pas rajouter qui fait que c'est toujours mieux, tu vois. C'est d'avoir les bonnes solutions aussi par rapport à votre typologie de client. Si vous touchez les personnes de plus de 60 ans, est-ce que Apple Pay tu vois, sera le plus logique et va vous apporter le meilleur uplift? Peut-être pas. Par exemple, de temps en temps, en enlever, bah ouais, ça, tu vois, t'enlèves PayPal qui est quand même plus cher que les autres. Bah, ça te fait gagner un petit point de marge ou quoi. Sur le volume, c'est intéressant. Et c'est là, tu vois, dans cette optique CRO, même s'il avait baissé un tout petit peu ton taux de conversion, bah en fait, tu pars full parce que si tu regardes ta vision business derrière, les savings que tu peux faire sur les taux de commission au final, en fait, tu es gagnant. Ça, c'est un vrai sujet, c'est de se dire, est-ce que je préfère perdre quelques ventes pour augmenter ma marge ou est-ce que je préfère faire quelques ventes quitte à diminuer ma marge parce que je parie sur une LTV, parce que je parie sur, tu vois. Donc LTV, Lifetime Value. On sait qu'on ne va pas convertir 100% des gens sur la première visite, quoi qu'on fasse. C'est impossible. Et donc, bah, comment j'arrive à capter un email, tu vois, qui souvent est très mal fait. Tu envoies un pop-up, moins 10% sur la home, le mec il est à peine arrivé, du coup il la ferme, enfin c'est catastrophique. Donc comment tu arrives à le déclencher au bon moment, etc. Donc là-dessus on est en train de faire beaucoup de tests. Est-ce que tu as justement des cas où on sort un peu de cette pop-in qui arrive au bout d'une seconde, mais d'autres façons plus intelligentes de l'amener? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Si tu peux nous donner tu peux avoir par exemple panier. Alors, un test que l'on est en train de faire. Donc, je ne vais pas communiquer le résultat, mais il est plutôt positif sur un panier moyen assez important et sur une prise de décision qui peut être un peu longue. Où en fait la personne ajoute au panier et au moment de l'ajout au panier, on lui dit tu as la possibilité de réserver ce produit pendant 48 heures et c'est réel. Pendant 48 heures en nous laissant ton mail. Donc tu lui sauvegardes, tu lui sécurises et tu lui sécurises comme s'il l'avait acheté gratuitement. En échange de son email. En échange de son email. Et derrière, tu vois, tu vas pouvoir le nurturer pendant les 48 heures en lui envoyant, tu vois, le premier mail. Ce que l'on teste en ce moment et qui marche plutôt bien, c'est que le premier mail, aucune transaction. On lui demande même pas d'acheter le produit. Parce qu'en fait, s'il a mis son mail pour attendre, bien sûr. c'est que certainement qu'il doit en parler à quelqu'un, que sa décision elle va pas être si facile, etc. Et en fait, tu commences à mettre un tout petit peu plus de pression. Après. Puis même remettre des éléments, que ça soit des réponses additionnelles aux objections, de la réassurance. Tu communiques du branding en effet miroir, ça c'est super important. C'est pas nous sommes les meilleurs, nous sommes machin. Non, mais la preuve sociale, c'est intéressant aussi là, pour rassurer évidemment. Justement. Tu parles pas de toi en tant que marque, mais du retour de tes clients qui en sont satisfaits potentiellement. Ouais, mais ce qui est hyper important, la position dans laquelle il faut se mettre, et c'est vraiment primordial, c'est de se dire, je suis pas en train de te raconter mon discours de marque. Je suis en train de te projeter dans toi, ces valeurs que nous partageons, pour qu'en fait, ils se reconnaissent. C'est pour ça qu'on parle d'effet miroir, il faut qu'ils se reconnaissent en se disant « Ah, mais c'est moi ça. Ah, mais bien sûr. » Tu vois. Plutôt que « Regarde comme on est super, regarde machin, etc. » Tu vois, par exemple, un truc qu'on a testé là, un client qui avait notre impact. Genre, depuis qu'on s'est créé notre impact. En soi, tu vois, tu te dis c'est cool. T'as envie de le valoriser, voilà. T'as envie de le valoriser, c'est trop chouette. Ce qu'on a fait, c'est un business qui était sur l'abonnement. On a fait votre impact. Ouais. Donc, tu vois, l'impact du client. On l'a projeté sur 1 an. Le mec, il n'est pas encore abonné. On l'a projeté sur 1 an, l'impact qu'il peut avoir. Là, c'est en plus un impact écologique et l'impact de l'ensemble des gens comme lui qui ont rejoint la marque depuis qu'on a lancé la marque. Et donc, tu vois. Donc, tu le mets dans son impact et dans un groupe. Et là, c'est intéressant. Tu vois, c'est là où il y a quand même un vrai travail. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, et je le répète souvent, mais le CRO, c'est avant tout de la compréhension, c'est avant tout de l'humain, c'est avant tout être capable de parler à quelqu'un. Parce qu'en fait,
il y a que ça qui compte, quoi, tu vois. Genre, à un moment, il est tout seul sur son canapé, il vient de recevoir son mail, il en a rien à secouer vraiment de toi, tu vois. Non, mais, et c'est important à avoir en tête, tu vois, parce qu'une fois que tu as compris ça, et une fois que tu as mis ton ego de côté, en te disant, en fait, je ne suis qu'un moyen, je suis pas une finalité, je ne suis qu'un moyen pour lui dans sa vie. Parce que si je disparais demain, il y a très peu de marques qui font que demain, tu vas pleurer dans ton lit si la marque dépose le bilan. Donc, dans 99% des cas, le mec, s'il achète pas chez toi, bon... Ce que j'allais dire, parce qu'en fait, toi, tu es un moyen, mais il y en a plein d'autres qui sont aussi le même moyen. Donc, Bah, il y bien a sûr. aussi un enjeu de différenciation. C'est ça. C'est Pour ça. le coup, pourquoi toi plus qu'un autre? Exactement. Pour le coup. Exactement. Et justement, sur ce point du benchmark, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du process Ouais, évidemment. automatiquement? Ouais, bien sûr. En fait, tu es obligé de comprendre exactement ce que proposent tes concurrents, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats qui se font aussi en comparaison. Tu vois, il y a quand même des achats qui se font sans comparer, mais il y en a quand même pas mal. Tu vois, si on reprend l'exemple des voitures, c'est quand même compliqué aujourd'hui, sauf si le mec est complètement fan de ta marque ou quoi, mais même il va comparer potentiellement plusieurs modèles. Tu vois. Donc c'est quand même hyper important de savoir ce que les autres proposent pour savoir en fait ce que toi t'as en plus, en moins, ce que tu es capable de proposer, ce que tu es capable de dire. Et est-ce que tu vas regarder aussi les avis de concurrents? Parce que justement, là, moi, c'est je me autant fais, d'opportunités, tu vois. Évidemment. Ouais. Pour moi, je regarde les concurrents, le site des concurrents, les avis des concurrents et les avis des produits qui sont très proches. Et par exemple, Amazon, pour ça, c'est Mine d'or. gigantesque, parce qu'en fait, c'est interminable, et tu vas avoir tous les gens contents, tous les gens pas contents, pourquoi ils sont contents, pourquoi ils sont pas contents, qu'est-ce qu'ils aiment chez le concurrent, qu'est-ce qu'ils aiment pas, les questions qui se posent, parce qu'en plus, sur Amazon, tu as toutes les questions régulièrement posées, etc. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Donc après, vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez aller sur Quora, vous pouvez aller sur plein de choses pour justement voir comment les clients des concurrents, tu vois, si tu vends, je sais pas, de la lessive, regarde ce que disent les autres, enfin les concurrents, les clients des autres, et ça va te donner une inspiration de dingue. Déjà pour trouver des arguments, des objections, et pour pouvoir y répondre. Parce qu'en fait, si tu considères que quelqu'un qui a acheté chez telle marque aurait pu acheter chez toi, va répondre à ses besoins. Peut-être qu'il viendra jamais parce que finalement il est chez cette marque et il va pas changer, mais il y en a plein d'autres qui pourraient se reconnaître là-dedans. Et potentiellement joue vraiment sur là où les autres sont mauvais, tu vois, et vraiment les objections qui reviennent, les freins, et ainsi de suite. Bien sûr. Et c'est là où la différenciation, où tu positionnes ton produit comme justement celui qui résout ce problème que les autres n'ont pas réussi encore à faire, peut t'aider aussi à convertir derrière. Exactement. Surtout quand tu es sur un marché... alors un océan rouge peut-être, ou un océan vert, si tu veux aussi en parler là-dessus, parce qu'effectivement, il y a aussi ce côté, comment j'arrive à apporter une différenciation dans un marché qui est saturé. Et toi, tu as amené justement un concept que tu as appelé océan vert, si tu veux nous donner quelques mots aussi là-dessus. Oui, en fait, tout le monde connaît un peu l'océan rouge, l'océan bleu, en se disant, ok, t'es dans un océan rouge, il y a plein de concurrents, il y a plein de sang, parce que tout le monde se mange dessus, et finalement, tu fais la différenciation par le prix, par des trucs un peu annexes, mais qui, à la fin, te fait que tu risques de mourir, parce que quand tu commences à te battre sur le prix, t'es souvent mort d'avance. Il y aura toujours un mec qui mettra moins cher que toi, et qui aura plus de fonds, donc c'est un peu cuit d'avance. Et t'es plus dans la bonne histoire. Il y a l'océan bleu où on disait ouais, il faut être différent de tous ses clients. Et en fait, moi je me disais mais être différent, être plus innovant, t'as pas toujours les moyens. Et du coup nous on a eu envie de réfléchir à comment tu peux en fait en ayant une proposition de valeur, enfin ou en tout cas un produit assez proche de ton concurrent, comment tu peux réussir à t'exprimer différemment. Et donc on a pensé la méthode Océan Vert, où l'idée c'est de se dire, je l'ai un peu évoqué indirectement, mais c'est principalement sur la partie landing page, sur la partie acquisition, pour se dire finalement, aujourd'hui, tous tes concurrents, ils essayent de toucher les mêmes clients que toi. Et ce qu'on dit, c'est à peu près, c'est les fameux sur les niveaux de conscience de Gene Schwartz. Donc ça, c'est intéressant si vous avez l'occasion d'aller voir et si vous les connaissez pas. Les fameux 5 niveaux de conscience. Donc, je connais pas le produit, ça va être difficile de le toucher. C'est à peu près 50% du marché. Et ensuite, il y a, tu vois, ceux qui ont conscience du problème, ceux qui ont conscience du problème et qui connaissent qu'il y a des solutions, ceux qui connaissent qu'il y a des solutions, ceux qui sont prêts à acheter, etc. Et en fait, souvent, toi, tu vas cibler ceux qui sont prêts à acheter.
pensant que, évidemment, c'est ceux qui sont le plus proches à acheter. Sauf que c'est ceux qui coûtent le plus cher. Parce qu'en fait, tout le monde les touche. Et du coup, c'est ceux qui sont le plus targetés par tes concurrents. Donc oui, la bataille fait rage, et là, c'est plus compliqué. Par contre, quand tu remontes un peu les niveaux de conscience et que tu vas prendre par exemple quelqu'un qui a conscience du problème, qui pourrait se laisser convaincre par des arguments, tu vois, on a fait le cas avec Hydratis. Hydratis, il propose des pastilles justement d'hydratation pour faire en sorte que ton corps assimile mieux l'eau qu'il boit et donc pour être plus en forme, éviter les courbatures, éviter les maux de tête, etc. T'as la cible, il y a des sportifs, il y a tout ça. Donc tu vas avoir par exemple des sportifs avancés qui cherchent des solutions. Bon bah eux ils vont coûter cher parce que potentiellement ils ont déjà vu telle et telle marque, etc. Donc ça peut être intéressant. Ça peut pas dire qu'il faut pas les toucher, mais ils peuvent te coûter cher. À l'inverse, t'as peut-être des gens qui ont des maux de tête et qui savent pas trop d'où ça vient, tu vois, qui prennent de temps en temps un peu des Doliprane, des machins, mais tu vois ils voient bien que ça améliore sur le moment, mais peut-être pas sur le long terme. Et que tu arrives à leur dire bah tiens, est-ce que tu savais que tiens, les 5 signes qui font que tu as des maux de tête en hiver. Ah bah tiens, est-ce que tu t'hydrates bien? Parce que l'hiver, on a tendance à pas trop bien s'hydrater. Bah ouais, c'est vrai que je bois peut-être pas assez. Ok. Et est-ce que tu sais que l'hiver, tu transpires beaucoup plus que tu ne le crois? En fait, tu es en déshydratation. Et donc, pour améliorer ton hydratation, on va pas te dire de boire 5 litres d'eau par jour, mais en fait, si tu rajoutes cette petite pastille qui comprend tout ce que tu perds en fait quand tu sues, etc., tu vas pouvoir en fait régénérer ton corps et tu vas pouvoir te sentir beaucoup mieux. Et tu verras, les maux de tête, ils vont disparaître, les courbatures, elles vont disparaître, etc., etc. Et voici les pastilles. Voilà. Après, la solution à la fin. Mais tu l'as convaincu, en tout cas. Mais je l'ai convaincu. Et en fait, c'est vraiment ça l'océan vert, c'est comment j'arrive à partir d'un produit qui est concurrentiel, tu vois, qui est pas... Aujourd'hui, tu vois, Hydratis, ils ont plein de concurrents, donc qui est concurrentiel. Comment j'arrive en fait à aller toucher des gens qui n'auraient pas été mes clients si j'avais pas été leur expliquer quelque chose, tu vois, si j'avais pas été leur faire, tu vois, titiller le problème qu'ils ressentent, qu'ils ont peut-être pas bien exprimé, et comment en fait sur une page j'arrive à raconter la bonne histoire et à faire en sorte que là ils aient envie d'acheter. Et là, si tu les envoies sur ta fiche produit avec ton CTA au-dessus de la ligne de flottaison, t'es mort. Ouais. Parce qu'en fait, ils voient le prix, ils voient le produit, mais ils l'ont pas compris. Et donc, ils vont se dire, quoi, c'est quoi ce truc et tout, c'est quoi ces médicaments et tout. Next. Alors que si tu prends le temps, que tu leur expliques, regardez, encore une fois, c'est l'effet miroir. T'as mal à la tête. Est-ce que tu ressens ces douleurs? Est-ce que tu sens que t'as un peu plus de mal à te lever le matin, machin? Oui, bah ouais. Tu sais, tu lui fais le fameux, tu vois, tu le fais dire oui, quoi. Et puis il scrolle, et puis il scrolle. Si jamais il n'achète pas, il est facilement retargetable parce que il a déjà beaucoup plus d'informations qu'il n'en avait avant de cliquer. Et donc en fait, tu fais ce travail, et donc c'est un peu ce qu'on appelle, alors on a un mot sur la partie landing page qui est un peu violent, qui s'appelle l'advertorial, tu vois, pour le côté advertising publicitaire et éditorial. Alors ça, c'est un format de landing page, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un peu l'intention, c'est de se dire comment j'arrive à mêler une partie un peu édito à une partie business. Parce que à la fin, c'est ça, c'est de se dire, je te fais passer le bon message, je te pose les questions comme pour être posé, je sais pas, un médecin, comme pour être, tu vois, je te fais te poser les questions. Diagnostic, en fait. Hein. Un diagnostic. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de diagnostics qui marchent très bien, etc. Mais je te fais poser les bonnes questions, et puis après, je te présente la solution. Tu la prends pas. Évidemment, je préférerais que tu la prennes. Mais une fois que t'es conscient, j'arriverai à te convaincre. Maintenant, demain, et en fait derrière tu vas le retargeter avec d'autres arguments tu peux l'essayer, je sais pas, tu peux le payer en 3 fois, tu peux continuer à casser les barrières limitantes, les freins, les objections. Mais d'abord, si tu commences à lui dire tu peux le payer en 3 fois, non. Alors qu'il n'a pas bien compris en quoi ça va répondre à son problème, t'as perdu. Donc c'est vraiment ça la méthode océan vert, et ça marche très très fort. T'as un coût d'acquisition qui n'a rien à voir, parce que c'est des gens que tes concurrents ne touchent pas. Ouais. Et nous, on a fait ça par exemple avec Spring, on a eu des résultats qui sont gigantesques. Et du coup, ça passe par la création de landing page, on est d'accord. Là, c'est full landing page. Ouais, c'est ça. Là, c'est full landing page. Là où ta fiche produit, en fait, est tellement fonctionnelle en mode produit, prix, checkout. La fiche produit, elle est difficilement adaptable à toutes tes cibles. C'est ça. Et tu vois,
Hydratis, ils peuvent avoir la cible de l'étudiant qui va passer son bac, etc., tu vois, qui a besoin d'être bien en forme, qui va pas arriver avec 3 litres d'eau sur sa table de bac et qui va avoir besoin d'avoir l'esprit clair. Le sportif qui veut préparer son entraînement pendant son entraînement, après son entraînement. La personne âgée qui, l'hiver, a un peu plus de mal à... Tu l'envisages surtout pour les target group et les cibles, justement, les créations de landing page, c'est surtout dans cette approche-là. Évidemment, ouais, évidemment, parce que là, tu vas pouvoir adapter ton message, tu vas pouvoir raconter la bonne histoire, et tu vois, c'est ce que je dis, je donne souvent cet exemple-là, parce qu'il est très, très parlant. Une salle de sport peut avoir plein de cibles. Va dans une salle de sport, tu as des gros baraques qui viennent avec des poids de je sais pas combien de kilos, des plus petits physiques qui vont venir faire un peu de cardio, faire un peu de trucs. Il y a des personnes âgées qui vont venir juste faire un peu de renforcement musculaire pour éviter de perdre trop de mobilité, etc. Si tu leur parles exactement de la même façon, si tu dis à la personne âgée, alors nous on a des poids qui vont jusqu'à 50 kilos, tu vas pouvoir faire de la barre de traction, de machin, etc. Oui, c'est ça. Il y a peu de chances qu'elle s'inscrive. Ouais, c'est sûr. Alors qu'en fait, tu as peut-être l'offre pour elle. C'est juste la façon de présenter ton offre. Et en fait, tu vas c'est de la perso. Enfin, on rentre aussi vraiment dans une page. Les landing pages et la méthode Oscar Vert, c'est ça. Ça permet de faire ça. Et ça marche très très fort parce qu'encore une fois, vu que tu vas toucher des gens que tes concurrents ne touchent pas et que toutes les plateformes publicitaires fonctionnent par enchères, finalement, si tu vas à un endroit où il n'y a pas d'enchères de tes concurrents, ça va coûter beaucoup moins cher. Super intéressant, on est obligé de s'arrêter là, on pourrait parler des heures là-dessus, mais en tout cas, très clair sur cette partie méthodo, et ce qu'on voit, c'est vraiment que cette première partie dont tu parlais, de comprendre ton client, en fait, c'est une part qui est essentielle et que tu dois tacler en priorité et passer vraiment beaucoup de temps là-dessus. Même la compréhension de tes concurrents, hyper intéressant aussi sur les objections de ce client que tu pourras avoir demain. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il bloque, et c'est autant d'opportunités sur lesquelles tu peux capitaliser pour encore mieux vendre ton produit. Cette dernière partie, c'est l'heure de la boîte à croco. Ouais. D'accord. Donc c'est en fait une série de questions flash qui va nous permettre de mieux te connaître et gratter encore quelques tips en mode express. Est-ce que tu es prêt ? Allez, go. Allez, c'est parti. Donc, tu accompagnes des marques. Ton conseil numéro 1 quand on veut se lancer dans le CRO, en interne par exemple, dans une entreprise ? De valider son tracking GA4 et d'installer Clarity, Hotjar ou Hitmap.com et d'aller voir un peu comment les gens se servent de son site. Très bonne transition avec ma prochaine question. Ton outil préféré ? C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le combo GA4 ou Looker et un outil d'Hitmap. Parce qu'en fait, tu vas aller voir des tendances sur GA4 et tu vas aller vérifier d'un point de vue comportemental avec Hotjar, avec Clarity ou quoi. Aller sur Clarity, c'est gratuit. Si vous n'en avez jamais utilisé un, au moins vous pouvez le tester gratuitement. Et ça serait ça mon conseil en termes d'outils. Et il propose en plus des Hitmaps, d'ailleurs, des sessions recording, ce qui permet de voir des vidéos aussi des sessions de tes utilisateurs. Donc ça, c'est top. L'AB test dont tu es le plus fier ? Alors, ça serait presque de dire plutôt les A/B tests que j'ai fait pour mes clients qui leur ont rapporté plusieurs millions d'euros. C'est surtout ça dont je suis fier, parce qu'à la fin, que mes idées soient bonnes, validées, ce qui m'intéresse, c'est avant tout que mes clients ils soient contents, qu'ils connaissent mieux leurs clients. Et donc, tu vois, c'est plus ça. Et je dirais quand même que l'A/B test, ou en tout cas la série d'A/B test dont je suis le plus fier, c'est celle que j'ai faite avec Spring au tout début, parce que ça a été mon mon premier gros client sur la partie landing page. En 3 mois, on a fait plus de 23% de conversion et 34% de revenus par utilisateur. Ça a changé la face de ma boîte. Ouais, ça a changé la face de ma boîte. Ouais. Donc j'en suis assez fier. Une mauvaise pratique que tu vois encore en 2025 ? Alors, penser que les quick wins peuvent tout régler et ne pas s'intéresser à ses clients, croire qu'on s'intéresse à ses clients alors qu'on s'y intéresse pas vraiment, et surtout la mauvaise pratique que je vois encore beaucoup, c'est croire qu'on a raison. Et je pense que ça, j'ai beaucoup chez moi de prospects, souvent, parce que souvent ça ne devient pas des clients, mais qui pensent qu'ils ont raison à tout. Donc, la bonne pratique, c'est viens, tu as le droit d'avoir des intuitions, mais va vérifier quand même. L'intuition de guide, comme tu disais. Et la data décide. La data décide. Une ressource que tu pourrais conseiller, que ce soit un podcast, un livre, peu importe. Ouais, alors,
Alors, ça sera pas un livre CRO, mais justement un peu plus côté neurosciences. C'est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui est fascinant pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Et en fait, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur qui sont vos clients, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Le deuxième, ça sera mon prochain livre qui va bientôt sortir sur le neuro-CRO, qui est justement l'association du CRO et des neurosciences, qui devrait s'appeler « Faites dire j'achète à vos clients ». Ça sort quand ? En septembre. Ok. Et quelqu'un que vous pourriez aller suivre vraiment CRO, qui s'appelle Carl Welch, qui est une agence CRO allemande, mais qui bosse principalement sur le marché US et qui fait beaucoup de vidéos YouTube, qui est hyper didactique et qui apprend beaucoup de choses gratuitement. Donc, allez suivre sa chaîne parce qu'il est très fort. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter si on veut continuer la discussion ? Principalement sur LinkedIn. J'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, c'est un peu compliqué, mais non, mais en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde. Ne soyez pas stressés si je réponds pas en 24 heures, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Donc, principalement sur LinkedIn. Après, vous pouvez me suivre sur YouTube. En plus, là, je vais lancer des nouvelles vidéos qui n'ont rien à voir et qui, j'espère, vont me permettre, d'élargir un peu ce que l'on fait et justement la vision du CRO un peu plus large. J'ai aussi une newsletter dans laquelle je partage pas mal de tips et de contenu gratuit. Donc voilà, déjà si vous venez sur LinkedIn, vous verrez un peu tout ça et soyons copains. Parlons-nous. Tout à fait. Et on pourra suivre l'arrivée de ton bouquin, du coup, prévu pour septembre. Exactement. Ça, c'est un beau projet. C'est ça. Ouais, c'est un gros projet. En plus, j'ai essayé de faire un bouquin marketing qui ressemble pas du tout à un bouquin marketing parce que c'est une histoire, en fait, dont le lecteur est le héros et le stratège parce qu'il va choisir, en fait, la suite de l'histoire au fur et à mesure. Donc, en fait, dans l'histoire, il y a plusieurs histoires. C'est d'ailleurs un livre que l'on peut lire plusieurs fois parce qu'en fait, il se passe plein de choses et qu'à chaque fois, selon l'histoire, on va apprendre plein de choses sur les neurosciences, sur le CRO, sur l'optimisation, sur la connaissance des clients. Et donc, déjà, pour moi, c'est fascinant et passionnant à écrire. J'espère que ça sera autant à lire. Top. Écoute, ça donne envie en tout cas. Donc, on va attendre ça avec impatience. On pourra aussi mettre en description quelques ressources que tu proposes aussi, qui pourraient être intéressantes autour du CRO. Ouais, bien sûr. Donc ça, n'hésitez pas à aller checker également toutes les ressources en description. Et si vous voulez, sur le site internet de Boost Conversion, maintenant on a fait un accès unique avec toutes nos ressources. Donc vous pouvez télécharger ce qu'on a appelé la master ressource. Et à l'intérieur, il doit y avoir au moins 30 ressources sur le CRO qu'on a fait depuis 2 ans. Et du coup, déjà, si vous avez ça, c'est une formation gratuite gigantesque. Énorme. Quoi. Ouais. Ok, on mettra le lien. Et puis pour vous, chers auditeurs, du coup, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à CRO & Co, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, mais également sur YouTube, c'est nouveau. Donc on se retrouve très vite dans un prochain épisode de CRO & Co. Sébastien, on se reverra forcément pour parler neuro et marketing, puisque c'est tellement un sujet clé. Là, on l'a survolé, on va dire, dans cet épisode, mais on va en faire un épisode vraiment dédié, parce que c'est clé. Donc je te dis dans tous les cas, à très vite. Avec plaisir. Et d'ici là, testez, itérez et optimisez vos conversions. Merci beaucoup, ciao. Salut.